Bonjour et bienvenue dans l'interview. Invité aujourd'hui le député fédéral CDH Georges Dallemagne. Bonjour. Bonjour. On vous invite parce qu'on va évoquer notamment ce pacte migratoire, un pacte dont on a parlé à Marrakech, pensé au sein des Nations Unies et qui apparemment divise au sein même du gouvernement. Alors vous allez nous donner l'avis de votre parti, hein, mais en l'occurrence, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette espèce de méga accord international, pratiquement 200 pays qui sont concertés pour parler migration, un pacte que la Belgique avait dit qu'elle signerait au départ. Oui, c'est un enjeu tout à fait considérable. Il faut bien se rappeler qu'en 2015, lorsque l'Europe a été confrontée à cet afflux massif de migrants, de demandeurs d'asile, l'Europe a appelé au secours les Nations Unies en disant écoutez, nous on s'en sort pas, il faut des règles, il faut des principes généraux, il faut qu'on s'accorde entre les pays pour régler ce défi majeur. Et donc c'est en quelque sorte une demande de l'Europe aux Nations Unies. Les pays se sont réunis, ont discuté, ont mis en place ce qu'on pourrait appeler un code de bonne conduite, un cadre politique à la demande de l'Europe sur un défi qui évidemment va durer pendant longtemps parce que ce qu'on appelle la crise migratoire est en fait un problème et un défi politique majeur pour une, deux, ou enfin pour les générations à venir. On sait qu'on a une démographie mondiale qui est aujourd'hui considérable et qu'il y a des besoins de mouvements de population qui sont sans précédent. Et donc c'est quelque chose qu'on a devant nous pour longtemps, pour lequel il faut des règles communes et pour lesquelles les pays doivent s'entendre. Et la Belgique avait dit qu'elle signerait. Et la Belgique a participé activement aux négociations et donc c'est un texte de compromis, évidemment. En quoi il va plus loin que les accords, par exemple, de Bologne, qui règlent comment les pays européens, entre eux, vont se partager, si je puis dire, eh bien, les migrants? C'est un pacte des Nations Unies, c'est-à-dire que, par exemple, nous avons, dans certains cas, et c'est pour ça que je ne comprendrais pas que la Belgique ne signe pas, dans certains cas, nous voulons que certaines personnes qui n'ont pas leur place en Belgique puissent rentrer chez eux. Eh bien, il faut pouvoir négocier et discuter avec des pays qui sont en Asie, en Afrique, ailleurs. Et ce pacte-là met en place une série de règles de bonne conduite. Et donc, je ne comprendrais pas que la Belgique, qui a toujours été un fervent partisan du multilatéralisme, fasse un aussi mauvais coup à un pacte des Nations Unies. Je ne comprendrais pas non plus que la parole du Premier ministre, qui, en septembre, à New York, aux Nations Unies, a dit « nous allons signer ce pacte », que cette parole finalement ne vale rien et que finalement on fasse marche arrière. On a intérêt à avoir un pacte, l'Europe a intérêt, les Nations Unies, par rapport à un Mais en attendant, il y a des pays européens, notamment, alors il y a la Hongrie, il y a l'Autriche, peut-être l'Italie, qui commencent à dire « oui, mais bon, l'interprétation n'est pas celle qu'on voudrait ». Et aujourd'hui, dans le soir, la responsable des migrations pour l'ONU dit, je cite, « on n'est pas dans une approche coercitive ni contraignante ». C'est ça que demandent des pays, notamment membres de l'Union européenne. Alors est-ce que la Belgique, qui se plaît à se présenter comme une terre de compromis, ne ferait pas bien d'entendre simplement ce message et de demander une adaptation comme on l'a fait pour d'autres accords, hein, souvenons-nous le CETA notamment. Mais il ne s'agit pas d'adapter un accord juridique, il s'agit, nous sommes en fin de parcours, il y a eu 200 pays qui ont négocié, c'est un cadre politique, ce sont des principes, ce sont des lignes de conduite, ce sont des lignes de conduite qui conviennent à tous les États de la planète. La preuve, c'est nous avons donné notre accord, en réalité, à Marrakech en décembre prochain. C'est une étape purement formelle d'adoption d'un texte qui a déjà été en réalité accepté. Comme ça l'était pour le CETA, et puis finalement on a renégocié, il y a une déclaration interprétative. Oui, on peut à Marrakech avoir des commentaires, on peut avoir des lignes de force, on peut dire que sur tel ou tel point, eh bien, on sera attentif, on peut faire ce genre de commentaires-là, mais remettre en question un texte qui est aussi important pour nous-mêmes, ce serait véritablement se tirer une balle dans le pied, ce serait tirer une balle dans les Nations Unies, et je pense que là, encore une fois, on a besoin des Nations Unies plus que jamais aujourd'hui. Vous savez, c'est le premier texte majeur d'importance que les Nations Unies ont réussi à produire depuis plusieurs années. Mais ça, c'est le problème des Nations Unies qui ne fonctionne pas très bien. Est-ce que nous, on est en train de tomber dans un conflit entre partis de la majorité, puisque pour rappeler la séquence, la Belgique avait dit qu'elle signerait, puis Theo Franken, par la voix de son porte-parole, dit ou pas sûr, et puis finalement Jan Jambon dit oui, bon, il n'y a pas encore d'accord au sein du gouvernement. C'est quoi? C'est une bagarre à l'intérieur du gouvernement? C'est de la pure communication de la NVA? C'est de la NVA qui est attentive à sa frange d'extrême droite, au fait que le Vlaams-Belang ne prenne pas trop de parts de marché, qui est attentive à ce qui se dit en Autriche, en Hongrie. M. Orban, visiblement, inspire beaucoup M. Franken, et du coup, il tente de faire en sorte que la politique du gouvernement ressemble à une politique qui va dans le sens de ses intérêts propres et dans le sens de son électorat ou d'une certaine frange de son électorat. C'est un test pour la crédibilité du Premier ministre? C'est bien sûr, évidemment.
C'est un test aussi pour savoir dans quel camp se situe la Belgique. Est-ce qu'on se situe encore dans ces pays qui plaident pour le multilatéralisme, qui plaident pour une organisation raisonnée d'enjeux politiques majeurs, ou est-ce que nous sommes définitivement dans des pays qui deviennent de plus en plus populistes, de plus en plus durs, qui sont des pays qui entraînent plus des fractures que des compromis. Est-ce qu'on est dans quel camp se situe-t-on? C'est ça le véritable enjeu à travers ce pacte. Alors, le nouveau ministre de la Défense, Sander Loons, qui est NVA, a plaidé aujourd'hui pour, je cite, le déplacement de l'engagement militaire de l'Irak vers l'Afghanistan. Et puis, il veut aussi renforcer la présence militaire à l'est de l'Europe pour faire face, on va dire simplement, à la Russie. Est-ce que ça, ce sont des mouvements de troupes que vous pouvez soutenir, vous qui suivez ces questions-là? D'une manière générale, je pense que la Belgique doit être présente sur la scène internationale à travers une série de mécanismes de sécurité, à travers donc des militaires qui doivent être présents dans une série de pays. Vous savez qu'il y a 3 types de formats à travers lesquels la Belgique peut être présente, soit OTAN, soit ONU, soit Union européenne. Il faut un équilibre là-dedans. Moi, ce que je note comme bon point, c'est que nous allons renforcer un petit peu notre présence internationale. Nous étions venus à un très bas historique par rapport à ce que nous faisions auparavant, parce que les budgets de la défense avaient été considérablement réduits. Donc ça, c'est quelque chose que vous soutenez. C'est plutôt quelque chose de positif. Par contre, je regrette qu'on quitte l'Irak. Les problèmes en Irak et dans le Kurdistan irakien sont loin d'être résolus. Je reviens de Syrie et d'Irak. Vous publiez un livre sur les chrétiens d'Orient. Oui. Ils sont en danger? Oui, ils sont en danger, ils continuent à être en danger. Et au-delà de ça, il continue à y avoir des cellules de l'État islamique dans toute une série d'endroits dans le nord de l'Irak et de la Syrie. Nous devrions continuer à être aux côtés des Kurdes qui ont perdu 8000 hommes rien qu'en Syrie pour pouvoir effectivement reprendre du terrain à l'État islamique. C'est eux qui ont fait le travail. Nous étions là à travers nos forces spéciales. Ce problème est loin d'être résolu. Il faut que nous puissions continuer à être présents. Je regrette vraiment notre retrait. Et c'est un très mauvais coup pour effectivement... Est-ce que vous soutenez le projet d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel de créer une armée européenne? C'est un élément pour moi capital finalement. Est-ce que la Belgique aurait sa place dedans alors qu'elle achète des F-35 américains? Ça a été un très mauvais coup pour la défense européenne et pour l'avenir politique de l'Union européenne. Est-ce qu'on a notre place dans une armée européenne? Évidemment, je pense qu'à travers une armée européenne, c'est un instrument de souveraineté extrêmement important lorsqu'on cherche à peser politiquement sur les affaires du monde. Et nous ne pouvons pas penser que nous pourrons peser sur les affaires du monde dorénavant si nous n'avons pas effectivement cet instrument. On voit bien que les Américains, qui pourtant doivent rester un allié, aujourd'hui nous avons toute une série de désaccords fondamentaux avec eux sur le climat. Mais ça c'est lié à leur président actuel, mais enfin on verra s'il sera réélu et puis quand bien même il ne fera que 2 mandats. Donc sur l'ensemble des conflits de ces dernières années, on était plutôt sur la même ligne, évidemment, autant avec les Américains. Et j'espère que nous le serons à l'avenir, mais en attendant, si nous voulons véritablement être une puissance politique, nous devons nous doter d'une armée. Je vous disais, je reviens de Syrie, les Américains sont présents, les Européens ne sont pas présents là-bas. La Belgique ne peut pas être présente seule. Nous devons le faire à travers ce format-là. Je salue cette initiative d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron. Je pense qu'on doit se mettre dans ce type d'initiative. Il faut pouvoir effectivement créer cette armée européenne, mais ça se base évidemment notamment sur une industrie de défense européenne et notamment sur du matériel européen en matière de sécurité et de défense. Et je regrette effectivement qu'on vous a compris. Acheté ces F-35. On va passer maintenant au post-attentat, presque 3 ans depuis les attentats de Bruxelles, mars 2016. Et il n'y a toujours pas de loi pour l'indemnisation des victimes. Le gouvernement a fait une proposition pour étendre finalement l'obligation des assurances, y compris aux attaques par balles, aux explosions. Et vous dites que ça c'est un projet qui est taillé sur mesure pour le secteur des assurances. Expliquez-nous. Mais oui, parce que la demande fondamentale des victimes, c'était de ne pas les laisser en face à face avec les assurances. Parce que les assurances sont des entreprises privées qui cherchent à minimiser leurs coûts et maximiser leurs profits. Et donc, quand une victime d'un attentat terroriste se retrouve en face d'un assureur, clairement s'engage une longue négociation, un long combat pour pouvoir avoir une indemnité qui soit à la hauteur du préjudice. Et donc vous avez l'impression que le gouvernement ne prend pas assez le parti des victimes? Non, le gouvernement devrait se substituer aux assureurs comme il le fait en France. C'est véritablement le modèle. Mais Koen dit que ce n'est pas payable. Mais si, c'est évidemment payable. Évidemment, il y a la possibilité d'avoir un fonds qui soit créé à travers une série de recettes. Il y a une série de pistes qui peuvent le faire. Vous savez, l'indemnisation des victimes, c'est finalement une part très très peu importante par rapport au coût global des attentats pour l'économie belge. C'est une fraction infime. Ce sont des victimes qui ont été victimes en raison d'une attaque qu'on a voulu à l'égard de l'État belge.
Et donc l'État doit évidemment reprendre ses responsabilités. À propos de l'État, une question d'actualité. On apprend dans la presse flamande d'aujourd'hui qu'il est chez nous, dans nos supermarchés, impossible, je cite, de retracer l'origine d'un tiers de notre viande bovine, celle qu'on achète dans nos supermarchés. Alors, tradition dans l'interview, je vous propose 3 commentaires par rapport à cela. Le premier, c'est un scandale, un de plus, et le ministre du Carme doit démissionner. Autre possibilité, j'ai confiance malgré tout en nos éleveurs. Et puis, troisième possibilité, seule solution, devenons tous végétariens. Et à vous, le médecin et député, est-ce que vous êtes pour qu'on soit végétarien, pour que le ministre démissionne, ou est-ce qu'on doit continuer comme si tout allait bien? Et on n'a pas droit à un joker. Et vous n'avez pas droit à un joker. Non, je n'appellerai pas immédiatement à la démission du ministre. J'espère qu'il prendra sérieusement cette question en compte. Et puis, même si je ne suis pas végétarien moi-même, je pense qu'effectivement, on ferait mieux de réduire un petit peu notre consommation de viande, mais en tout cas c'est un problème sérieux de traçabilité et de qualité effectivement de la viande et de notre alimentation qui est en jeu, donc c'est un problème. Vous avez été réélu conseiller communal à Woluwe-Saint-Pierre. On attend toujours le collège, en tout cas la composition dans le détail. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus compliqué qu'on ne le pensait autour du bourgmestre? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a un travail de fond qui doit être fait sur la répartition des compétences, sur la répartition des responsabilités, des charges. Moi-même, je ne suis pas demandeur d'être... Et alors, en quelques secondes, un de vos collègues du CDH de Woluwe-Saint-Pierre, Christophe de Beuquelard, président des jeunes CDH, était venu ici. Il avait lancé un appel en disant qu'il faut des jeunes sur les listes au régional. Alors, est-ce que des jeunes comme lui doivent devenir députés, comme vous l'avez fait, et rester simples conseillers dans leur commune, ou bien est-ce qu'ils doivent repartir dans leur échevinat? Quelle doit être la stratégie de votre parti? Quel conseil vous donneriez, vous, qui connaissez bien la question? D'abord, c'est une question où la réponse, oui, mais vous avez 30 secondes. La réponse lui appartient largement. Mais stratégiquement? Stratégiquement, c'est Christophe de Beuquelard, mais aussi Alexandre Pierson, d'autres jeunes ont beaucoup de potentiel. Moi, je m'en réjouis. Ce sont des gens qui ont de l'intelligence politique, qui sont des entrepreneurs aussi politiques, qui ont des projets. Et je me réjouis qu'ils soient là. Et je pense qu'à un moment donné, ils auront des responsabilités à prendre, c'est évident. Merci Georges Dallemann d'être venu dans l'interview. Demain, c'est David Courrier qui animera les experts. Un face-à-face entre l'écologiste Alain Marron et le libéral Gaëtan Van Goatsonov. Permettez-moi déjà de vous souhaiter un très bon week-end.